Le Cuba vient de péter un canon rapide speedboat américain enregistré en Floride, complètement. Ça me fait penser à ce que les États-Unis faisaient il n'y a pas très longtemps aux Vénézuéliens, hein, les bateaux vénézuéliens qui étaient explosés, prétextant que ça partait aux États-Unis avec de la drogue, n'est-ce pas? Ça a été même la raison pour laquelle ils ont justifié leur attaque sur Maduro. C'était des excuses, évidemment. C'était des excuses. Est-ce OK que les Américains le fassent et que le Cuba ne le fasse pas? Le Cuba vient de le faire parce qu'il y a eu violation d'espace naval cubain. Le 25 février 2020, salut à tous, j'espère que ça va. On va aller voir très rapidement cette histoire. Je pense que dans la vie, il faut savoir résister. Ouais, il faut savoir se faire respecter. Même quand on n'a pas assez de force, je pense que les limites doivent être respectées. Autant mieux perdre la vie quelquefois, au lieu d'autoriser à une personne de toucher le visage de votre mère en votre présence. Surtout quand vous lui dites « ne le faites pas encore une fois ». Je vous interdis de le faire. S'il le refait, en tout cas, la main doit partir avec. Et quand la main part, écoutez, il faut être prêt à subir les conséquences. Si ça veut dire que vous mourrez, moi, maman dira que mon fils est mort pour me protéger, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Il y a beaucoup de gens ici qui ne risquent jamais de faire ça. C'est ça, de la lâcheté. C'est bien triste. Eh ben, écoutez, le 25 février 2026, des troupes de garde-frontières cubains ont été engagées dans une confrontation avec un bateau rapide immatriculé en Floride, qui est entré dans les territoires cubains. Donc, le bateau américain est entré dans les territoires cubains. OK? Et c'est à environ 160 kilomètres de la Floride. Regardez sur la carte, Floride et Cuba, c'est très proche. Okay? Donc, les Américains n'ont pas le droit de passer là-bas. C'est l'espace du pays libre, Cuba. OK? Initialement, l'information a été relayée disant qu'on avait bombardé le bateau. Mais après, avec investigation, on a découvert qu'il n'y a pas eu de bombardement. Il y a eu coup de feu, échange de feu. En effet, le bateau transporterait, d'après le ministre cubain, 10 personnes, des ressortissants cubains, vivant aux États-Unis. Ces personnes ont été décrites comme des exilés. Donc des Cubains qui vivent aux États-Unis, qui ont fui Cuba. Beaucoup le font, en tout cas. Et d'après le ministre, ces personnes étaient armées des fusils d'assaut, des pistolets, des cocktails Molotov, des gilets pare-balles, des équipements de camouflage et autres matériels. Une patrouille cubaine, évidemment, s'est approchée du bateau pour essayer de faire des inspections, c'est tout à fait normal. Et arrivés, les occupants auraient ouvert le feu en premier, blessant le commandant cubain. Et c'est ainsi que les forces cubaines ont riposté en tuant 4 personnes et en blessant 6 autres personnes. Le Cuba, évidemment, affirme que les hommes avaient l'intention de mener une infiltration armée à des fins terroristes. La question qui se pose, est-ce que ces personnes voulaient vraiment mener une infiltration terroriste? Ou bien Cuba utilise ça pour justifier son attaque contre les États-Unis sans vraiment en subir les conséquences? Eh ben, les Américains ont répondu, ça ne rigole pas. Les Américains disent qu'ils vont répondre brutalement. Marco Rubio, ce monsieur ici, c'est un monsieur qui ne rigole pas. Il adore la domination. D'ailleurs, il a refoulé l'ambassadeur sud-africain pour avoir fait un petit commentaire sur Trump. L'ambassadeur aurait dit que monsieur Donald Trump met la pression sur notre pays pour faire plaisir aux Blancs américains. On l'a refoulé immédiatement. Je pense que ce que Donald Trump est en train de lancer, c'est un assaut contre le pouvoir en place. Ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un sentiment de suprémacisme contre eux. L'assaut suprémaciste est une réponse non seulement à un instinct suprémaciste, mais aussi à des données très claires qui montrent des changements démographiques importants aux États-Unis. C'est Rubio qui a dit « quitte ». Donc Rubio, c'est quelqu'un qui brutalise. Il brutalise tout le monde, sauf Poutine. Ah oui, avec Poutine, il parle avec respect. Mais tout le monde autre, il s'en fout éperdument. Rubio vient de dire qu'aucun membre du gouvernement américain, ni aucune opération officielle des États-Unis n'était impliqué dans cette histoire. La majorité des faits rapportés publiquement proviennent des informations fournies par les Cubains. Nous allons vérifier cela de manière indépendante et au fur et à mesure que nous recueillerons davantage d'informations, nous serons prêts à réagir en conséquence. Donc, les personnes qui ont été tuées, qui avaient des armes, n'étaient pas envoyées par les Américains, ni avaient d'association avec les États-Unis d'Amérique. Numéro 2, il dit que les États-Unis sont en train de vérifier indépendamment les détails et rassemble le fait avant de répondre. Donc, ce que Cuba a dit officiellement à travers leurs diplomates, ils s'en foutent éperdument. Cela peut être toute une gamme de choses. Il suffit de dire qu'il est très inhabituel de voir des fusillades en pleine mer comme celle-ci. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'est quelque chose, franchement, qui n'est pas arrivé avec Cuba depuis très longtemps. Mais nous allons le découvrir. Nous n'allons pas fonder nos conclusions sur ce qu'ils nous ont dit. Ils font leurs propres investigations. Rubio a aussi décrit l'incident comme hautement improbable, hautement inhabituel. C'est-à-dire le fait que le Cuba ait dit
que ces personnes étaient armées et se préparaient à faire un truc complètement brutal. Rubio dit nous on va pas, écouter, c'est hautement inhabituel, ok? Nous ne pensons pas que ce soit vrai. Il note que l'ambassade des États-Unis à Havane participe à la vérification. Après cette vérification, alors là, ils vont répondre à la lettre. La Russie a qualifié cela de provocation agressive. Ok? La Russie dit, vous êtes en train de chercher une raison, comme vous avez fait avec le Venezuela, pour aller créer des dommages. Okay? La Russie a qualifié cela de provocation agressive de la part des États-Unis visant à aggraver la situation. Je vous rappelle que Trump a dit il y a pas très longtemps, juste après Maduro, qu'après Maduro, ça sera Cuba, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Est-ce une réalisation de cette histoire? Eh bien, Cuba est un cas intéressant. Cuba, vous savez, ne se porte pas très bien en ce moment. Ce système n'a pas été très bénéfique pour Cuba. Les habitants de cette région souffrent depuis de très nombreuses années. Et je pense que Cuba va être un sujet dont on finira par parler, car Cuba est actuellement un pays en faillite, un pays en très mauvaise posture. Et nous voulons aider la population. C'est très similaire dans le sens où nous voulons aider le peuple cubain, mais nous voulons aussi aider également les personnes qui ont été forcées de quitter Cuba et qui vivent dans ce pays. Les analystes disent que des exilés auraient peut-être été inspirés à tenter ou à provoquer un conflit plus large. Vous voyez, avec ce qui se passe. On parle du Venezuela, on parle de l'Iran, maintenant Cuba. Des exilés cubains vivant aux États-Unis, donc des opposants, si vous préférez, ont voulu créer une situation en se plongeant dans cette histoire, espérant que ça crée une situation entre les deux pays et que le régime au Cuba change. Mais moi, je me pose une question. Comment tu peux aller te mettre à la ligne de mire toi-même? Tu quittes la maison après avoir bien mangé, tout ça. Tu dis, bon, je veux partir dans le zoo de Cuba avec des armes pour créer une situation entre les États-Unis et le Cuba, au péril de ma propre vie. Waouh! C'est profond, ça. Encore une fois, il y a beaucoup de Cubains qui sont exilés aux États-Unis, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe au Cuba et sont prêts à travailler avec la CIA comme ils l'ont fait dans le passé. Pourquoi le Cuba a réagi? Le Cuba a réagi parce que ce genre d'histoire s'est déjà passé dans le passé. On les appelle des exilés. Mais ces exilés sont généralement, d'après le Cuba, vendus. Ils travaillent avec des Américains dans l'objectif de créer un renversement de pouvoir au Cuba. En 1961, ça s'est passé. Ça a créé un problème majeur à Cuba. Et on en parlera tout de suite. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement entre les États-Unis et Cuba. Pourquoi ils s'aiment pas? Okay? Pourquoi cette animosité entre eux? On va rentrer très rapidement dans l'histoire pour essayer de comprendre. Je sais qu'il y a des gens ici qui savent, mais estimer que tout le monde ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Alors on sera patient avec les autres et on va essayer de comprendre. Mais à la fin, vous comprendrez tout à fait c'est quoi le problème entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Dans le passé, le Cuba a été colonisé par les Espagnols, okay? Comme la grande majorité des pays d'Amérique du Sud, excepté le Brésil qui était colonisé par le Portugal. Le reste était des conquêtes des Espagnols. Mais à l'époque, les Cubains en avaient vraiment marre. En 1860, le Cuba se battait déjà contre ces Espagnols. Et la guerre était très dure. Et à l'époque, les Cubains autochtones avaient du mal à remporter cette guerre. En 1898, les États-Unis ont intervenu directement dans ce qui est devenu la guerre hispano-américaine. Vous avez certainement suivi ça à l'école. La guerre hispano-américaine était motivée par quoi? Les gens disent que les Américains avaient ressenti une sympathie profonde pour les rebelles cubains, alimentés par le journalisme rapportant les atrocités des Espagnols. Donc le journalisme qui se faisait était très précis et on démontrait combien les Espagnols étaient atroces à l'égard des Cubains. Alors les Américains ont eu une sympathie. Vous croyez ça? Il n'y avait pas seulement ça. Il y avait aussi les intérêts économiques. Les Américains voulaient faire des investissements dans des plantations sucrières cubaines et le commerce. Vous savez, à l'époque, le sucre était très important, enfin, sur le plan commercial. Les Américains ont trouvé une belle opportunité. Bon, si on aide ces Cubains, on pourrait entrer dans leur marché et nous faire beaucoup d'argent. Alors, pour commencer une guerre, il faut une raison. Pour le Venezuela, il fallait dire qu'il y avait la drogue qui était importée aux États-Unis pour justifier sa présence. Comment ont-ils fait dans ce cas pour combattre les Espagnols? En 1898, l'explosion mystérieuse de naufrage de l'USS Maine dans le pôle de Havane a tout déclenché. Cette explosion a tué plus de 260 Américains. Et les Américains ont attribué cela aux Espagnols. C'est-à-dire, les Américains ont dit leur bateau a été explosé par des Espagnols et a tué 260 personnes. C'était une raison légitime pour que l'Amérique entre en guerre contre l'Espagne. Plus tard, certains experts disent que les Américains auraient pété leur propre bateau eux-mêmes pour justifier cette guerre économique. Les États-Unis d'Amérique entrent en guerre contre les Espagnols à Cuba. Mais ils ne sont pas partis seuls. Ils sont partis accompagnés des rebelles cubains qui ont fortement résisté.
Après cette guerre, évidemment, Cuba était fortement lié économiquement aux États-Unis. Ok, il y a eu indépendance, mais Cuba était lié économiquement. Indépendance, un peu comme en Afrique. Vous êtes indépendant, mais vous n'avez pas de richesse. Lié aux États-Unis d'Amérique, les entreprises américaines dominaient tout le marché. Ok, les secteurs clés, c'était entre leurs mains. En particulier, les plantations sucrières étaient entre les mains des Américains. L'exportation, la grande partie de sucre américain sous quota préférentiel venait du Cuba. Ok, les services publics, les mines, le tourisme était géré, la télécommunication par les Américains. Ils ont pris en otage tout un pays et son économie. Le Cuba, c'était un protectorat américain. Les investissements américains ont atteint environ 1 milliard de dollars. On parle de 1 milliard de dollars quand? En 1959. Ça vaut plus de 11 milliards de dollars aujourd'hui. Ok? Les Américains ont contrôlé tout. Ils ont contrôlé la grande partie des terres arables. C'est votre pays, mais la grande partie des terres arables appartient aux Américains. Ce n'est pas à vous. Ils ont contrôlé les raffineries, les infrastructures, les postes, tout. Et cela a créé deux groupes. Il y avait le groupe de la richesse pour les élites, mais aussi une forte inégalité, pauvreté et exploitation dans les zones rurales. Pendant que les Américains vivaient la belle vie, les Cubains souffraient. Et vous savez, quand ça continue comme ça, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, finalement les gens se révoltent. Et c'est avec ça qu'on a vu la révolution cubaine en 1959, avec Fidel Castro. Vous connaissez Castro, n'est-ce pas? Ok. Castro, on avait marre. C'est notre pays. C'est vrai, vous nous avez aidé à avoir l'indépendance contre les Espagnols, mais ça ne veut pas dire qu'on veut un nouveau colon. Non. On ne veut pas d'un nouveau colon. On veut être libre. On veut avoir notre économie. On veut vivre notre propre vie. Ok? Fidel Castro a renversé cet homme. Batista, qui était président à Cuba à l'époque. Batista, évidemment, était aimé par les Américains parce que il avait ouvert la porte aux Américains. Le gouvernement de Castro était dur. Ça a apporté rapidement des grands changements. Ils ont fait des réformes agraires. Ils ont pris des terres. Okay? Prenant des terres aux grands propriétaires pour les donner aux petits agriculteurs. Ils ont voulu équilibrer. C'est ça l'idéologie de Castro. Castro a également nationalisé de nombreuses entreprises étrangères, principalement américaines. Okay? Et cela comprenait des usines de sucre, des raffineries de pétrole, de compagnies d'électricité, des banques, des hôtels. Et les Américains n'étaient pas contents du tout. Écoutez, ce n'est pas nouveau. Au Nicaragua, peu importe Colombie, si vous touchez les intérêts des Américains, c'est la guerre qui commence, même si ça vous appartient. Les États-Unis n'ont pas aimé ça. Ils ont affirmé que Cuba n'avait pas payé la compensation équitable pour ces entreprises. Cuba a dit, bon, écoutez, je vous propose de faire des paiements à long terme. Liés à quoi? Liés au ventre de sucre. Comme nous avons du sucre et vous aimez le sucre, vous faites le sucre. Prenez le sucre, vendez le sucre, les intérêts vous gardez jusqu'à ce qu'on paye. Les États-Unis ont dit non, on n'est pas d'accord. Parce qu'ils ont vu perdre les postes, la télécommunication, les hôtels, les terres et tout. Ils voulaient continuer à contrôler le pays. Les États-Unis se sont mis en colère. Ils ont riposté. En faisant quoi? Ils ont réduit les achats des sucres cubains. Et en faisant cela, ça a fortement affecté l'économie cubaine. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont instauré un embargo commercial. Cet embargo est devenu total en 1962. Plus d'articulation pour le Cuba. Ils ont numéro 3 rompu les relations officielles avec Cuba. Plus d'ambassades ni de diplomates américains au Cuba. Numéro 4, ils ont finalement aidé à tenter de renverser Castro, notamment par des plans secrets de la CIA. Vous savez, Castro a été victime. À peu près 600 fois, on a essayé de le tuer. 600 fois, on n'a pas eu Fidel Castro. Le gouvernement des États-Unis, par intermédiaire évidemment à l'époque, ils ont organisé à travers la CIA un plan approuvé par John F. Kennedy. Ils ont cherché des exilés cubains, des gens qui vivaient aux États-Unis, des Cubains qui étaient supporters de Batista, vivant aux États-Unis d'Amérique, ont été sponsorisés par la CIA, entraînés et préparés pour rentrer au Cuba avec 12 millions de dollars pour aller faire la guerre contre Fidel Castro. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont été écrabouillés rapidement. Et c'est à partir de là que la relation entre Cuba et les États-Unis d'Amérique ne fonctionne plus jamais. Si vous regardez Cuba, regardez ça c'est Cuba, regardez les infrastructures, c'est ancien, c'est vieux. Les voitures, c'est ancien et vieux. Beaucoup de dates des années 60. Ah oui. Et c'est triste parce que ça ne se limite pas seulement aux infrastructures et aux voitures. Il y a aussi la médecine, il y a aussi la nourriture, il y a les choses essentielles qui sont bloquées à Cuba. Pourquoi? Parce que Cuba a voulu nationaliser et prioriser ses propres peuples. C'est très similaire à quoi? À Venezuela qui a nationalisé son pétrole. Ils ont finalement été victimes d'attaques. C'est très similaire à quoi? À la Syrie, à tout ça. On en parlera tout de suite. Mais il y a une autre théorie très intéressante. Alors, il y a des affirmations très intéressantes, je pense qu'il est important d'en parler, où on pense que les Rothschild sont les hommes les plus riches du monde. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il y a Jeff Bezos,
Elon Musk, qui en réalité ne représente pas grand-chose. Ils ne sont pas les plus riches du tout. Certaines personnes pensent que pourquoi les personnes les plus riches du monde voudraient vraiment que vous sachiez qu'ils sont les personnes les plus riches. Pourquoi une personne qui a tout l'argent du monde voudrait que vous le sachiez? On va chercher une personne qui vraiment ne l'est pas, on le place comme ça, vous allez vous focaliser sur lui pendant que les personnes qui sont plus riches que cette personne sont derrière. Alors on pense que la famille Rothschild est la famille qui contrôle toutes les banques du monde. On parle de banque centrale. Donc les affirmations disent que certains pays, tels que le Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, ainsi que l'Irak, la Libye à l'époque, l'Afghanistan, la Syrie, n'auraient pas des banques centrales contrôlées par les Rothschild. Okay? Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont été ciblés, vous avez vu. Je recommence, la Corée du Nord, le Venezuela, le Cuba, l'Irak à l'époque, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, ils ont tous été victimes de quoi? Vous savez, les attaques. Et certaines personnes pensent que c'est parce que la banque centrale contrôlée par les Rothschild n'y était pas instaurée. Et c'est la raison pour laquelle il fallait forcer ça à tout prix. Alors, est-ce une théorie correcte ou pas? Je sais pas. En tout cas, ce qui se passe à Cuba est très intéressant. Il a été initialement dit que Cuba aurait bombardé un bateau américain. Finalement, la clarification a été qu'ils ont tiré sur des gens qui étaient armés et ces personnes étaient censées aller à Havane pour créer des effets terroristes. Le gouvernement américain, à travers Marco Rubio, confirme qu'il n'y avait pas de national américain et qu'ils allaient faire leur propre investigation pour finalement répondre. La Russie, dans cette histoire, dit que les États-Unis cherchent des excuses pour commencer une chose plus grande. Est-ce une bonne réaction de Cuba, malgré les difficultés qu'ils traversent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faut-il réagir même quand on n'a pas de force, au nom de l'honneur? Ou bien il faut se rabaisser parce qu'on n'a pas de pouvoir? God bless.